universelle des droits de l'homme, dans sa 70e année pour défendre l'égalité, la justice et la dignité humaine. Ce soir, on a l'occasion de recevoir Monsieur Ahmed Boubekri, justement pour en parler davantage sur la situation des droits de l'homme à travers le monde et celle en Algérie. Avant de commencer, on aimerait bien présenter. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Ahmed Boubekri, journaliste et militant des droits de l'homme en Algérie. Je suis avec vous sur l'antenne pour discuter et essayer d'évaluer la situation des droits de l'homme en Algérie et un peu aussi à travers le monde, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je vous rappelle que vous êtes actuellement journaliste, formateur en droit international des droits de l'homme. Ce document historique où sont déclarés que tous les droits sont inaliénables et où tout le monde a le droit de jouir comme un être humain de tous ses droits. Comment évaluez-vous la situation des droits de l'homme en général? En fait, si vous parlez de la situation des droits de l'homme en Algérie, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, je ne pense pas qu'il y a des avancées considérables en la matière, ou je ne pense pas aussi, malgré quelques petits avancements très timides, je pense que nous faisons partie encore des pays qui sont constamment épinglés par des ONG qui militent pour la consécration des droits de l'homme. Pour le cas algérien, beaucoup observateurs et défenseurs des droits de l'homme, à travers leurs propos qu'ils tiennent, ils avancent toujours ce constat. Les droits de l'homme sont toujours bafoués en Algérie. Pourquoi, selon vous? Il ne s'agit pas de noircir la situation, ni de donner des grades au pouvoir en place en la matière, mais il faut évaluer la situation avec beaucoup d'objectivité. Il faut être extrêmement précautionneux parce que les droits de l'homme, que ce soit en Algérie, en Afrique ou ailleurs dans le monde, même les pays les plus avancés connaissent actuellement d'autres formes de violation des droits de l'homme. Néanmoins, en matière des droits de l'homme, on a ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Le droit international des droits de l'homme, il y a des aspects qui sont fondamentaux, qui sont contraignants en la matière. C'est-à-dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme en elle-même, d'ailleurs il y a un débat de haut niveau et énorme en la matière à travers le monde. Est-ce que la Déclaration universelle, du moment qu'elle a été ratifiée par l'Algérie, est-ce qu'elle est contraignante? L'État est-il dans l'obligation de l'appliquer dans tous ces articles? Donc c'est un débat. Néanmoins, sur le plan, il y a deux aspects. Il y a l'aspect principe, l'aspect politique des droits de l'homme, il y a l'aspect juridique. Donc en matière juridique, il faut savoir que l'Algérie a ratifié la majorité, voire jusqu'à maintenant 9, voire 10 pactes liés à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a ratifié les plus importants pactes en 1989. De 1989 jusqu'à 1997, les autorités ont toujours avancé le fait que les pactes et les textes ne sont pas publiés dans le journal officiel. C'est pour ça qu'il est difficile de les appliquer. À partir de 1997, ils les ont publiés dans le journal officiel. Une fois tout texte, convention internationale, ratifié, puis publié dans il y a la signature puis la ratification. Publié dans le journal officiel, on peut dire tout de suite qu'il fait partie du droit interne. C'est-à-dire que le texte, du moment qu'il a été ratifié, puis publié dans le journal officiel, tout texte qui est publié dans le journal de géo-algérien, il fait partie des textes de l'Algérie qui font partie du droit interne. C'est ce qu'on appelle l'incorporation des principes des droits de l'homme ou bien des conventions internationales dans le droit interne. Mais bien évidemment, après l'application, on peut en discuter. Et bien évidemment, il y a tout un écart, même avec les textes algériens, il y a un écart entre le texte et l'application. Donc ça, c'est pour un résumé à propos de l'aspect juridique. Après, il y a l'aspect politique qui est fondamental. Quand on n'a pas de réponse raisonnable à des situations normales, on interroge le politique directement, parce qu'il y a un intérêt politique souvent derrière pour ne pas appliquer les questions des droits de l'homme ou les questions économiques également, on en parlera après. Donc sur le plan politique, il est pratiquement inconcevable d'avoir un pays en même temps autoritaire et respectueux des droits de l'homme, pas possible. Et à partir de là, je peux affirmer
que le système politique algérien est suffisamment autoritaire pour ne pas appliquer les questions des droits de l'homme. Je dirais encore plus, tout système politique, toute autorité, que ce soit locale, ou bien nationale, ou bien internationale, qui refuse directement, indirectement, d'appliquer les droits de l'homme. Et il faut savoir qu'il y a une rentabilité politique derrière la violation de ces droits de l'homme. Je vous rappelle les déclarations d'Ahmed Douihia, le Premier ministre actuellement, à propos des réfugiés dernièrement. C'est des propos extrêmement graves de la part d'un représentant de l'État. Ceci dit, qu'on a la même chose en France, la même chose aux États-Unis, la même chose en Angleterre, que ces courants d'extrême droite stigmatisent les migrants, les immigrés, les étrangers, etc. Donc derrière ça, il y a un aspect électoral. Derrière ça, il y a un intérêt politique. Il y a un intérêt politique qui, pour les pays avancés, c'est d'être à la tête des sondages. Dans les pays moins avancés, c'est de surfer sur les vagues xénophobes qui existent dans la société. Parce que s'il n'y avait pas aussi un certain racisme au sein de la société algérienne, Ouihia ne fera pas ça. Parce qu'il veut gagner des points politiques, tout simplement. Donc il y a derrière tout ça, il y a des objectifs politiques. Une instrumentalisation de travers la consécration pour faire preuve de leurs propos. Non, mais c'est tout à fait le contraire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les migrants n'ont aucun statut juridique en Algérie, ce qui fait qu'à un moment donné, même en matière d'éducation et en matière de soins de santé, même si on les soigne, c'est quasiment informel. Donc, à partir de là, j'aimerais bien faire un commentaire à propos de ces déclarations, parce que Ouihia n'a fait que calquer ses propos à celles qui existent en Algérie. On a vu des avocats, on a vu des médecins, on a vu des gens de l'élite dire tout et n'importe quoi dans les chaînes de télévision à propos des migrants. C'est affligeant, c'est une double punition morale. Donc je m'explique à propos de ce sujet. Donc quand Ouihia et les autres, je dirais, un avocat, j'étais choqué quand je l'ai vu dans une télévision, j'étais complètement choqué. Quand on dit que ces migrants ramènent des problèmes de santé. En fait, quand quelqu'un est migrant, on n'est pas obligé de lui donner des papiers à vie ou pendant une année. Quelqu'un qui travaille, on lui délivre tout simplement une carte de séjour et une autorisation de la part du ministère du Travail pour travailler, un permis de travail. Donc ces travailleurs ne sont pas dans l'informel. Et Dieu sait combien de migrants africains meurent dans les chantiers. Ces gens-là, ils ont des papiers. On régularise leur situation du cas par cas, communauté par communauté, groupe par groupe, etc. Et ils auront les mêmes droits que nous, l'accès à la santé. Il n'y a eu jamais d'épidémie en Algérie qui est liée à un flux migratoire. En matière d'intérêt politique, ce qui intéresse un politique, c'est sa popularité. Idem pour les questions de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, elle est gratuite en Algérie. Les centres de formation existent, les structures de santé publique existent, pourquoi ils n'auront pas accès à ça? Deuxième des choses, qu'on le veuille ou pas, les migrants africains en tant que masse de travailleurs est une réalité, est un fait. Est un fait, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans des chantiers. Qu'à un moment donné, ils veulent que ces Africains soient régularisés et ces Africains ramènent de la richesse pour l'Algérie. Parce qu'un Africain qui est régularisé, il paye la CNAS, il paye les impôts. Donc, il n'est pas dans justement une masse salariale rentable pour les caisses de l'État en 7 ans de disette. Exactement, oui. Donc ça, c'est par rapport à ça. On peut parler des questions de liberté d'association, on peut parler des questions des disparitions forcées, plein de questions qui sont faites en cette 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, incroyablement violée en Algérie et ailleurs, malheureusement. Vous dites que quelle que soit la race, la couleur, la religion, le sexe ou la langue, l'opinion politique, le groupe social, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou tout autre aspect et statut, l'être humain, quoi qu'il en soit, a le droit, dans un territoire donné, a le droit à accès à tous les droits fondamentaux. C'est exact. Vous savez, vous me donnez une idée, c'est que j'ai remarqué lors de la polémique à propos des migrants que, encore une fois, le travail d'éducation et de culture en matière des droits de l'homme, il est complètement absent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on tient des propos racistes et on ne sait pas qu'ils sont racistes. C'est juste incroyable. Et en fait, le racisme, c'est quoi? C'est qu'on refuse le droit au travail, par exemple, à une femme parce qu'elle est femme. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas diplômée, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais parce qu'elle est femme. On refuse
le droit de santé ou bien de soins aux migrants, c'est parce qu'ils sont des migrants. C'est pareil pour la couleur, c'est pareil pour le sexe, c'est pareil pour le groupe social. C'est comme on refuse dans les années 70 aux Kabyles de parler le Kabyle à Alger. C'est du racisme. C'est du racisme, c'est ça le racisme, et je ne vois pas malheureusement une organisation de la société civile qui fait dans ce sens, qui fait dans la sensibilisation et l'éducation en matière des droits de l'homme. Et je pense que c'est ce siècle, cette 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit donner à la société civile en Algérie, mais aussi ailleurs, et aux Nations Unies, aux différents programmes des Nations Unies, aux différents programmes de l'UA, aux différents programmes de l'UE, ils doivent y avoir conscience de cet aspect fondamental qui est l'éducation en matière des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas des textes à appliquer. Les droits de l'homme, c'est pas une machine à faire fonctionner. Les droits de l'homme, ce n'est pas un article dans une loi donnée qu'il faut appliquer, que le juge doit appliquer, que les auxiliaires de la justice doivent jouer, etc. Mais c'est d'abord une culture, c'est d'abord une éducation qu'on inculque à nos enfants à partir de la première cellule de la société, notamment la famille, l'école, etc. J'étais choqué une fois en voyant dans un manuel scolaire de 3e année primaire, tenez-vous bien, en matière des droits de l'homme, eh bien, figurez-vous, ce que j'ai étudié moi en 3e année universitaire, et eux, ils ont en quelque sorte, c'est les mécanismes internationaux de défense, de protection des droits de l'homme. Je ne sais pas, un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'il va comprendre dans les mécanismes de protection des droits de l'homme à travers les Nations Unies. Mais c'est affreux. Un enfant, il a besoin de savoir, on a besoin de lui inculquer l'égalité entre lui et une fille. Bien sûr, éviter tous ces stéréotypes. Nous avons besoin que l'enfant sache les valeurs de la tolérance, les valeurs. Nous avons beaucoup plus besoin d'inculquer à l'enfant ce genre de valeurs que des textes qui ne sont que la codification de ces valeurs. En fait, parce qu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mot universel, c'est pas un mot à dire, mais c'est un mot à bien assimiler et le mettre dans son contexte. L'étudier bien, parce que si on dit les déclarations universelles des droits de l'homme, ça veut dire que les valeurs qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils étaient d'abord dans la société humaine, par la suite ils ont été développés en texte, etc. Parce que ça vient d'où? Ça vient des pratiques et des valeurs des différentes sociétés, de la société berbère, de la société tergui pour citer l'Algérie, de la société musulmane, etc., etc. On peut citer en la matière l'émir Abdelkader qui était un des précurseurs du droit international humanitaire, notamment en matière de traitement des prisonniers. On peut citer plein de choses, on peut citer des valeurs de la démocratie, on peut citer beaucoup de choses. Alors, pour vous, Monsieur Boubekri, j'aimerais vous poser cette question. Que représente pour vous actuellement la Journée internationale des droits de l'homme, tout en tenant compte de la situation actuelle? Je ne sais pas ce que je dois vous donner mon avis ou mon sentiment. J'ai l'impression quand même qu'on verse dans la folklorisation, dans l'événementiel, au lieu de s'arrêter et évaluer concrètement la situation des droits de l'homme en Algérie. C'est-à-dire que c'est transformé en une fête, comme toutes les fêtes. Que chaque 10 décembre, comme ça, on le fête, on fait un séminaire, on fait des vidéos, des interviews, je ne sais pas quoi, sans pencher réellement sur une stratégie nationale en matière des droits de l'homme, que ce soit pour les ONG, que ce soit pour les autorités, que ce soit pour les journalistes, nous les journalistes, etc. La défaillance, elle est partout. Il n'est pas uniquement de la responsabilité du pouvoir de promouvoir les droits de l'homme. Pour les droits politiques, je comprends que le pouvoir soit très dur en la matière, parce que ça va de sa survie, mais on peut pas aussi ignorer que les violations des droits de l'homme, les droits de la femme, c'est le fait de la société. C'est d'abord la société qui viole les droits de la femme. Ce n'est pas le pouvoir en premier lieu. Comment dirais-je, je connais parfaitement les valeurs de la société algérienne, notamment l'islam, et l'islam n'a jamais été, parce que c'est une question importante aussi, l'islam n'a jamais été un frein au développement des droits de l'homme. L'islam n'a jamais été aussi quelque chose qu'on impose, mais quelque chose qu'on fait aimer, quelque chose qu'on éduque, quelque chose qu'on véhicule. L'islam n'a jamais imposé à une femme de faire le voile. Ce n'est par la force, n'est par la violence des mots, n'est par la violence physique, n'est par la pression psychologique. C'est hors de question, parce que là, on se rend pas compte, mais on rentre dans une situation idéologique. En fait, je pense que c'est un peu très compliqué pour développer tout ça dans une petite interview, mais c'est important de le souligner. Alors, il y
y a un fait marquant dans l'évolution, l'historique des ratifications et les signatures de plusieurs conventions internationales à travers le monde. L'Algérie, comme à l'image d'autres pays, elle a signé la Convention internationale de protection de toute personne contre la disparition forcée en 2006, mais aussi elle a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, aussi le pacte international relatif aux droits socio-culturels. Pourquoi, selon vous, l'Algérie n'a toujours pas ratifié cette convention, celle de la protection de toute personne contre la disparition forcée? C'est une question très importante, c'est le paradoxe de l'État algérien, mais il faut savoir une chose. Du moment que la convention en question est contraignante, l'État algérien ne signe pas, ne ratifie pas. Donc alors, il faut savoir. Pardon, M. Bouboukeli, justement, avant de procéder à la réponse de cette question, voudriez-vous faire la différence entre ratifier ou signer une convention internationale? C'est très simple. Une convention internationale, c'est quand des experts internationaux ou des États proposent un texte comme convention qui sera étudié au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil des droits de l'homme, etc. On demande que ce soit 20 États initiateurs de la convention en question pour que la convention entre en vigueur. Signer, c'est la première étape. Après, il y a la deuxième étape qui est la ratification. Signer, ça veut dire quoi? Signer, c'est émettre la volonté de cet État, c'est-à-dire l'État qui signe une convention, c'est-à-dire qu'elle, dans son accord, de respecter, d'appliquer cette convention. Par la suite, il y a l'étape de la ratification. La ratification, ça veut dire quoi? C'est assumer la responsabilité et tout ce qui va avec des retombées de l'application de cette convention. Donc, mais il faut aller convention par convention, pacte par pacte pour pouvoir comprendre. Il faut savoir qu'avant d'aller vers les mécanismes internationaux, notamment celle des conseils des droits de l'homme, que l'Afrique a un mécanisme extrêmement important en la matière. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme. C'est un des rares continents qui a une cour. Il y a la Cour européenne qui est la plus active, il y a la Cour interaméricaine, il y a la Cour africaine. L'Asie n'a pas de cour des droits de l'homme. D'accord? Et l'Algérie a ratifié. C'est peut-être par rapport mais il faut à savoir, des situations qui... C'est pas par rapport à des situations, c'est que les grands États de l'Asie ne sont pas des États respectueux des droits de l'homme. Le poids de la Chine sur l'Asie, il est énorme. C'est le dragon, la Chine. C'est-à-dire, c'est la Chine, elle met tout son poids pour ne pas, sinon elle sera la première à être jugée par la Cour en question. C'est-à-dire, elle contrôle la politique étrangère de l'Asie, etc. C'est aussi simple que ça. L'Afrique, avec la vague de démocratisation qui a eu lieu dans les années 60, 70, 80, etc., avec le poids de l'Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid du peuple sud-africain qui a donné l'exemple au monde entier, et d'autres pays également où il y a eu la Cour africaine. Mais l'idée sur laquelle je voulais intervenir, c'est que l'Algérie ratifie même les statuts de la Cour africaine des droits de l'homme. Sauf, et c'est ça la ruse, sauf qu'il y a un article au niveau du statut de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit que l'État qui ratifie doit après faire une déclaration écrite pour reconnaître les compétences de la Cour africaine en matière de jugement des questions des droits de l'homme dans l'État en question. Ce qui est formidable dans la Cour africaine des droits de l'homme et ce qui n'existe même pas dans la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la société civile peut déposer plainte au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est-à-dire une association peut déposer une plainte au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc l'Algérie a ratifié les statuts, mais elle n'a pas émis la déclaration pour reconnaître les compétences de la Cour africaine de juger les questions des droits de l'homme en Algérie. Je reviens sur les questions des conventions internationales. Il faut savoir que les mécanismes du Conseil des droits de l'homme ne sont pas totalement contraignants. C'est-à-dire sur le plan pratique, sur le plan juridique, oui. Vous avez le pacte international relatif aux droits civils et politiques et il y a toute une commission derrière où on peut déposer des plaintes notamment qui concernent les violations des droits qui sont à l'intérieur de ce pacte. Néanmoins, les décisions du comité des droits civils et politiques ne sont pas appliquées par l'Algérie. Dans des pays qui se respectent, la décision en question, la personne prend la décision, va au procureur territorialement compétent, il le met et ça va, on va rejuger l'affaire ou là on va trouver une solution pour appliquer cette décision. Mais il faut savoir que les décisions du Comité des droits de l'homme, il n'y a pas un autre mécanisme qui sanctionne l'État si elle ne l'applique pas. Et là, je reviens vers la convention concernant les disparitions forcées de 2006. Beaucoup d'États qui ont connu les disparitions forcées ont compris qu'il s'agit d'une autre manière de responsabiliser les États
en matière de disparition forcée devant la Cour pénale internationale. En fait, juridiquement, cette convention, elle est intimement liée au texte de la Cour pénale internationale. En fait, en réalité, en termes de procédure, un État qui ratifie le statut de Rome, qui est le statut de Rome, c'est la Cour pénale internationale, ça concerne les violations graves des droits de l'homme. Quand un État ratifie les statuts de Rome, elle accepte que des individus qui ont commis des violations graves des droits de l'homme à l'intérieur de cet État soient traduits devant cette Cour. Néanmoins, si elle n'a pas ratifié les statuts de Rome, les personnes en question ne peuvent pas être poursuivies. Sauf, il y a des procédures au niveau du bureau du procureur. Et au niveau du bureau du procureur, il y a cette nouvelle convention qui, à travers la jurisprudence en matière de droit international des droits de l'homme, permet à la Cour pénale internationale de poursuivre des personnes qui ont commis ou qui ont commandité des disparitions forcées dans des États devant la Cour pénale internationale, malgré qu'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, mais à condition qu'ils ratifient la Convention internationale relative aux disparitions forcées de 2006. Donc c'est ça qui a fait que l'Algérie a signé et n'a pas ratifié, parce que signer ne veut pas dire qu'elle accepte son application. Voilà, contrairement aux autres pactes, aux autres comités qui ne sont pas directement liés à un mécanisme de contrôle. Voilà, c'est un peu ça. Donc il ne faut pas espérer que l'Algérie va ratifier la Convention. Donc, à travers tout ça, vous voulez dire que l'Algérie, à l'heure actuelle, ne respecte pas les droits fondamentaux en matière des droits de l'homme. Elle ne les a jamais respectés, elle ne les respecte pas, elle ne les respectera pas encore du moment qu'on ne vit pas dans une démocratie. Mis à part certaines concessions que nous sommes populistes, que le pouvoir est en train de faire pour attirer l'électorat féminin, on fait quelques avancées en matière de droits de la femme, pour attirer l'intérêt des Algériens, on fait quelques réformes en matière de droits de l'enfant, pour assurer une paix sociale, on essaye de garder le minimum des droits économiques et sociaux, et c'est ça, donc c'est toujours aux intérêts politiques du pouvoir des autorités. Ceci dit, je le dis encore une fois, ce n'est pas uniquement le pouvoir qui est responsable de la situation des droits de l'homme en Algérie. Les ONG, la société civile, les partis politiques, les parlementaires, les élites, les avocats, les médecins, toutes les personnes à travers le monde, on les trouve engagés pour ce genre de cause. En Algérie, ils sont des missionnaires. Selon vous, pourquoi les acteurs de la société civile, à savoir les organisations non gouvernementales, les associations, pourquoi la société civile ne participe pas dans l'élaboration d'un projet de loi en partenariat avec l'État officiel, le gouvernement? Projet de loi sur les questions des droits de l'homme. Les droits de l'homme, tout à fait. En fait, si vous posez cette question aux autorités, ils vont vous dire que nous avons consulté la société civile pour la question des droits de l'enfant, nous avons consulté la société civile pour la question des droits de la femme, nous avons consulté la société civile pour la question de la loi sur les associations. Néanmoins, qu'ils ont consulté leur société civile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les ONG, il y a ce qu'on appelle les gongos. Les gongos, c'est ou bien les OVG. Les OVG, c'est les organisations véritablement gouvernementales. Les ONG, c'est les organisations non gouvernementales. Je ne sais pas, est-ce que je peux donner une réponse plus ou moins complète, mais allez, alors je dirais donc le problème se pose à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de la loi. Ceci dit, la loi et son application, ça veut dire la volonté politique du pouvoir. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'obstacles à l'exercice du droit à la liberté d'association, l'exercice de ce droit qui est fondamental pour une société démocratique. Il faut savoir qu'on est revenu sur la loi de 90. La loi de 90 en matière de constitution d'association a opté pour le régime déclaratif. La loi de 2012 est revenue à la loi du parti unique, notamment au régime de l'agrément. C'est-à-dire que pour créer une association, il faut faire l'assemblée générale et déposer au niveau du ministère de l'Intérieur et attendre l'agrément. Avant, on fait uniquement une déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est théoriquement, parce qu'on parlait sur le plan théorique, parce qu'on parlait avant de la question des textes et la question de son application. Malgré le régime déclaratif avant, vous ne pouvez pas déposer au niveau du ministère, parce que la loi est claire, elle dit quand vous déposez, vous avez un reçu. Le reçu en question fait office d'agrément ou de déclaration, vous pouvez exercer. Après 60 jours, c'est le ministère de l'Intérieur ne décide pas à propos de votre association. Aujourd'hui, même si vous faites une association, vous essayez d'approcher le ministère de l'Intérieur, vous allez déposer.
vous n'avez pas trouvé où il faut déposer. Et pourtant, la nouvelle loi, pour plaire aux revendications des étrangers, des États étrangers, notamment les grandes puissances, on a dit maintenant, écoutez bien, le délivrement de récépissé d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne vous reçoivent même pas. Quand vous constituez une association, vous ne pouvez pas déposer. Ou si vous déposez, ils ne vous donnent pas le récépissé. Parce que le récépissé en question, si vous ne le donnez pas, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? 60 jours, il n'y a pas de réponse, vous êtes agréé de fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, encore des obstacles, c'est le poids de l'administration, parce que dans ce pays, l'administration en elle-même est un parti politique, c'est le grand parti politique dans ce pays. Donc il y a l'aspect en matière d'exercice, il y a la responsabilité des autorités. L'autre aspect aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une reconnaissance pour activer. On sait bien qu'on peut constituer des collectifs informels, on peut faire ce travail sur le net qui n'est pas pour le moment totalement censuré malgré que votre radio est censurée. Mais on peut pas, quand il y en a beaucoup, on peut pas tout censurer aussi. Quand il y a beaucoup d'engagement, on a vu que les mobilisations sur les réseaux sociaux à propos de certains cas qui ont donné des résultats lorsqu'une campagne aussi importante sur le net a été déclenchée. Donc c'est tous ces aspects qui font que, en fait, que la défaillance elle est double, notamment la société civile. Je m'explique. En fait, la société civile, elle est constituée de quoi? Selon la définition du bureau de la société civile du Haut Commissariat des Nations Unies en charge de la question des droits de l'homme, c'est les associations, les syndicats, les activistes indépendants, internautes, journalistes, et plein d'autres personnes qui sont... voilà. Et également les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir. C'est-à-dire les partis politiques, entre guillemets, de l'opposition. Donc, je vous laisse désirer la situation de l'Algérie en la matière. Combien d'ONG en matière des droits de l'homme existent en Algérie? Combien d'avocats défendent les droits de l'homme en Algérie? Combien de médecins s'engagent pour le droit aux soins en Algérie? Combien d'enseignants s'engagent pour le droit à l'éducation en Algérie? Combien d'Algériens est engagé pour les troisième génération des droits de l'homme, notamment l'écologie. Et quant aux associations existantes, et il faut voir ce qu'ils sont devenus. Agréés ou non agréés, sont des associations, sont des coquilles vides. Je vous ai dit qu'il y a la folklorisation du 10 décembre. C'est des événements qu'on fait en fait. C'est-à-dire, je vous explique, on fait une conférence, l'effet de la conférence est fini à la fin de la conférence. Voilà. Tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelques articles demain dans la presse et en espérant peut-être influer le peuple et machin. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça qu'on fait l'éducation en matière des droits de l'homme. L'éducation en matière des droits de l'homme, c'est des programmes qu'on met en place, c'est des stratégies qu'on met en place, c'est des priorités qu'on met en place et c'est un budget qu'on dégage pour ça. Non, je suis désolé sur cette question, il n'y a pas de volonté politique qui intervient. C'est la volonté politique pour mettre à disposition, mettre en application tous les dispositifs. Oui, je le comprends parfaitement. Il faut donner des salles. Le principe de la protection des droits de l'homme. Bon, la protection c'est autre chose. Là, on est sur l'aspect éducation. On en reparlera après sur l'aspect protection. L'aspect éducation, promotion. Les droits de l'homme, c'est deux aspects. C'est la promotion et l'éducation en matière des droits de l'homme. Après, vous avez la protection. D'accord? Je suis toujours sur la promotion et l'éducation parce que c'est le plus important quand on est dans un État qui ne respecte pas les droits de l'homme. Parce que quand on ne respecte pas les droits de l'homme, si on agit sur l'aspect protection et on n'a pas les moyens et les instruments de protection ne sont pas suffisants, on perd beaucoup de temps et on est dans une fausse stratégie. Par contre, si on agit sur l'aspect éducation, sur l'aspect promotion, ça prend beaucoup de temps, c'est énorme, etc. Mais on est dans une approche évolutive. Ça veut dire quoi? C'est l'évolution avec le temps. Et c'est ce qui a fait qu'en Tunisie, il y a eu une Tunisie, toute une révolution pour le droit de en réalité, qui est pour les droits de l'homme, il faut voir le travail des ONG, il faut voir le travail des avocats. Je vous donne une toute petite comparaison entre les avocats de Tunisie sous Ben Ali et les avocats d'Algérie sous tous les régimes. Dans les années 90, il y a eu en Algérie plus d'avocats tunisiens qui viennent ici pour défendre des Algériens victimes de torture et de violations des droits de l'homme que d'Algériens, que d'avocats algériens. Vous savez, quand un avocat en Tunisie sous Ben Ali est poursuivi en justice et réprimé par le régime, et il y a une solidarité de la corporation incroyable. Il n'y a pas moins de 150
avocats qui défendent leurs collègues. Ici, vous avez énormément d'affaires en la matière et la solidarité n'était pas au rendez-vous. Voilà, donc on est face à une situation difficile. La société civile algérienne, notamment les organisations censées défendre les droits de l'homme, subissent de plein fouet les questions de répression juridique et politique directe et indirecte, mais en même temps, ils ne font rien pour trouver des leviers alternatifs. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils attendent peut-être qu'on régularise la situation ou une fois il n'y aura pas de problème. Donc, il faut savoir que la question juridique en Algérie, qu'on a un grand problème, un grand décalage entre les textes et l'application. Sur le plan des textes, vous pouvez prendre la Constitution de 2016. Elle est vraiment, vous pouvez dire, exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. Sauf que après, sa déclinaison sur les lois organiques qui touchent plus concrètement la question des droits de l'homme, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on peut trouver dans la Constitution le respect de toutes les libertés, mais par exemple pour ce qui est la liberté de réunion, d'association, etc., vous trouvez par la suite des lois organiques qui justement instaurent des obstacles, notamment les autorisations et les agréments pour tenir des réunions, pour créer des associations. Et à partir de là, où l'administration intervient, ou vous interdit, ou elle ne peut pas, ou elle vous crée des problèmes pour ne pas pouvoir créer d'associations et pour ne pas pouvoir créer une dynamique associative en matière. Par contre, sur ce plan, les associations ne font pas assez pour pouvoir trouver des espaces alternatifs, pour pouvoir trouver et agir et faire dans l'éducation des droits de l'homme, faire dans la formation, faire dans la mise en place des systèmes de formation pour les défenseurs des droits de l'homme, mais pour aussi des professionnels. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tout le monde a décidé de faire comme il veut, or que ce n'est pas comme ça, parce que ça dépend d'une stratégie globale, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la promotion, que ce soit sur le plan de la protection. Pour aborder la question de la protection, il faut savoir, donc il y a plusieurs aspects de protection, la protection internationale et la protection nationale. Pour ce qui est de la protection internationale, vous avez régionale et nationale, vous avez tout ce qui est convention régionale et convention nationale, convention africaine des droits de l'homme, convention internationale universelle des droits de l'homme, et les pactes et les conventions qui sont venus après, et vous avez par la suite les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, notamment les comités chaque comité est lié à chaque pacte relatif aux droits civils et politiques, pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte relatif aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, etc. Et chaque convention a un comité où on peut déposer des plaintes et qui fait des rapports pour, quelque part, faire pression sur les États pour pouvoir améliorer la situation de ce point de vue-là. Néanmoins, vous avez également les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur telle ou telle thématique, logement, liberté de la presse, etc. Pour ce qui est on n'a pas encore une cour internationale de protection des droits de l'homme, mais on a le CPI, la Cour pénale internationale, qui a pour compétence uniquement les crimes graves, les violations graves des droits de l'homme, notamment les crimes contre l'humanité, etc. Donc, sur le plan régional, on a également la Cour africaine des droits de l'homme, pour ce qui nous concerne nous, et la Convention africaine des droits de l'homme, et plein de mécanismes liés. Je vous ai expliqué sur le plan théorique, voilà ce qu'il y a. Sur le plan pratique, l'Algérie est un mauvais élève en la matière. Justement, pour ce qui est de la protection interne, c'est important de le souligner, c'est-à-dire la protection des droits de l'homme au niveau interne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs instruments de protection au niveau intérieur, notamment un instrument extrêmement important, c'est la justice. Des questions juridiques, dit la justice et les auxiliaires de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas une justice indépendante, il ne peut pas y avoir une bonne application des textes de loi, même fût-elle parfaite. D'accord? Donc, je pense d'abord, par rapport aux instruments de protection interne en matière de droits de l'homme, il faut d'abord sont intimement liés au système politique. C'est-à-dire quand vous avez un système politique non démocratique, défaillant, c'est la démocratie qui est la mère des droits de l'homme.
En fait, c'est quand vous n'avez pas l'essentiel, vous n'avez pas les droits de l'homme. La démocratie, c'est important. Pourquoi? Je vous explique. En matière de protection des droits de l'homme, vous avez, avant d'aborder la question de la justice, parce que c'est important, je préfère aborder d'autres instruments, ce qu'on appelle les instruments parajuridiques. Ou je vous donne un simple exemple, le Parlement. Il est considéré comme une institution qui fait partie du dispositif de protection des droits de l'homme. Vous avez qu'à voir qu'est-ce qu'il y a dans le Parlement algérien. En fait, le Parlement algérien, c'est devenu uniquement une chambre d'enregistrement. Les lois viennent de l'exécutif directement. Ils sont votés comme elle est. Il reste peut-être un travail qu'il faut faire avec les partis de l'opposition pour dénoncer, pour des questions orales, pour ceci, pour cela. Mais justement, la défaillance de la société civile fait qu'elle ne fait pas assez en la matière. Donc, il n'y a pas un travail en commun avec les députés de l'opposition pour pouvoir médiatiser, pour pouvoir faire atterrir les questions des droits de l'homme sur le bureau de la PN. Ça, c'est pour le Parlement, idem pour le Sénat, idem pour les assemblées locales. Ça, c'est un aspect de la protection en dehors de la justice. L'autre aspect, c'est bien sûr, et le plus important, c'est la justice. Donc, pour aborder la question de l'indépendance de la justice, je commence d'abord par une anecdote. C'est une histoire qui se raconte un peu partout en Algérie maintenant. Il y avait quelqu'un qui a demandé du côté de Square Port Saïd, juste à côté, où est le palais de la justice concernant la tribunal de Ben Ramdan, et celui qui a été interrogé lui a dit voilà, le palais il est là, la justice, je ne sais pas où elle est. Donc c'est assez significatif pour... Le siège existe, mais... C'est-à-dire la bâtisse existe, mais la justice, c'est un vrai problème en Algérie. C'est-à-dire elle est ni libre ni indépendante, la justice en Algérie. Le juge algérien, il est sous-payé par rapport aux autres juges dans d'autres pays. 1. De 2, il dépend directement du ministère de la Justice. En fait, théoriquement, il n'y a que les procureurs qui dépendent du ministère de la Justice. Mais en fait, en filigrane, vous avez le juge, généralement le juge de l'audience ou le juge Qadi al-Hukm. Il n'est pas différent dans la pratique du procureur. Quelques aspects, quelques pouvoirs que détient le ministère de la Justice qui fait que les juges ne sont pas indépendants. En fait, il y a le problème de la mutation. C'est-à-dire un juge qui n'obéit pas aux ordres, il est muté vers des wilayas du sud, il n'a pas accès au logement de fonction et plein de choses s'il n'est pas poursuivi en justice et incarcéré. Je ne vous donne pas un scoop si je vous dis que la corruption existe au sein des tribunaux algériens. Je ne vous donne pas un scoop si je vous dis que la culture des droits de l'homme chez les juges algériens elle est médiocre. Je ne vous donne pas un scoop si je vous dis que dans l'école nationale de la magistrature, il n'y a pas une approche droit de l'hommiste. Il faut savoir que toutes les affaires qui sont au niveau de la justice ont une relation soit directe ou indirecte avec les droits de l'homme. Le Conseil supérieur de la justice, Majlis al-A'la al-Qada, et le président de ce conseil est le président de la République. Il n'y a pas clairement une séparation entre le juge, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. De 1. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature est celui qui gère la carrière des juges. Ce qui fait que le juge il est dépendant pratiquement directement de ça. Quand il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Quand il y a la domination du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire est extrêmement important dans l'évolution de la situation des droits de l'homme. Parce que le législateur légifère et la justice contrôle. Très bien, on a parfaitement compris sur tout ce qui est institution et séparation des pouvoirs. Il faut qu'il y ait justement une dépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux deux autres pouvoirs. Un autre sujet, un autre volet, c'est par rapport à plusieurs poursuites et arrestations des journalistes et des militants en droits de l'homme, quel que soit en milieu rural, urbain, et harcèlement des défenseurs des droits de l'homme et la persistance de la corruption. Alors ma question sur le volet de la ratification sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui assure le droit d'association, d'expression, le droit à un rassemblement pacifique, le droit d'opinion. Ne pensez-vous pas, selon vous, il y a un double discours là-dessus? Non, mais il y a un double discours depuis toujours. Il ne faut pas
s'attendre qu'un quelqu'un qui gouverne de vous dire oui, je viole les droits de l'homme. C'est clair Il y a qu'il y a... la ratification internationale. Il n'y a pas que la ratification, il y a plein de choses qui font qu'il essaye de véhiculer une image d'un pays qui respecte les droits de l'homme. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au niveau des textes, il essaye de les adapter à la situation, au droit international des droits de l'homme. Mais par la suite, le problème se pose en matière d'application. Mais sur ce point-là, il faut savoir qu'il y a une question géopolitique. C'est les questions géopolitiques qui déterminent la situation des droits de l'homme, malheureusement maintenant. Depuis 30 ans, disons, on est là, troisième décennie. Depuis le pluralisme en Algérie en 90, c'est-à-dire que vous avez deux poids deux mesures, puisque les Occidentaux qui véhiculent les valeurs, soi-disant, les droits de l'homme, etc., soi-disant, ils sont en train de faire pression sur les régimes dictatoriaux pour qu'ils adoptent les questions des droits de l'homme. Néanmoins, si on fait une comparaison, on va trouver que entre l'Algérie et l'Union européenne depuis 30 ans, les affaires marchent très bien. Il y a plus de chiffres d'affaires, contrairement à la situation des droits de l'homme. Il y a un double discours là-dessus aussi, par rapport aux Européens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution en matière des droits de l'homme, mais il y a une évolution en matière on se fait de l'argent. Dans les échanges commerciaux, bien évidemment, il y a l'intervention d'une nouvelle donne, c'est l'émergence de la Chine. La Chine, elle vient pour faire des affaires sans vous demander si vous respectez les droits de l'homme ou non. Il y a cet aspect-là, mais en réalité, même les Occidentaux n'ont pas fait assez. On ne demande pas, il faut bien le souligner, on ne demande pas l'ingérence étrangère. On demande que les Occidentaux, les pays qui se respectent, ne ferment pas les yeux sur les violations des droits de l'homme en Algérie. Ils ne laissent pas traîner des assassins chez eux. C'est ça aussi la situation du monde, parce que chez eux aussi, il y a d'autres formes de violation des droits de l'homme. Donc voilà, par rapport au double discours, bien évidemment qu'au niveau interne, qu'il y a un double discours. Si vous entendez le ministre de la Justice, il ne va jamais vous dire qu'il n'y a pas une indépendance au niveau de la justice, mais l'indépendance, la conception de l'indépendance de la justice pour lui et pour la majorité des juristes à travers le monde n'est pas la même. Or, est-ce que vous avez déjà entendu qu'un fils de ministre est poursuivi en justice? Est-ce que vous avez entendu qu'un ministre a été traduit en justice justement dans les affaires de corruption? Nous avons vu que des anciens ministres, des ministres en poste n'ont même pas été convoqués en tant que témoins dans des affaires de grande corruption, en tant que témoins n'ont pas été convoqués. Donc arrêtons de nous vendre du vent, arrêtons de nous servir des salades. C'est pas vrai. Le problème qui se pose, c'est que tôt ou tard, l'Algérie est obligée de rentrer dans le concert des nations démocratiques, civilisées, respectueuses des droits de l'homme. Il faut le faire maintenant, avant qu'on le subisse. Pour y parvenir, ça dépend. Pour y parvenir, il faut que la société civile, les Algériennes et les Algériens soient plus engagés en la matière. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils prennent leur destin en main. Il faut que nos gouvernements, que les décideurs, beaucoup plus parce que c'est pas toujours la même chose, que ceux qui gouvernent et ceux qui décident, c'est pas la même chose. Les décideurs prennent conscience définitivement que la situation des droits de l'homme en Algérie, que la situation de la démocratie en Algérie est alarmante et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est dans l'intérêt du pouvoir, ni dans l'intérêt de la société, ni dans l'intérêt de personne. Que l'Algérie soit affaiblie à cause de ces problèmes en matière de démocratie et de droits de l'homme, cela va ouvrir la porte au néocolonialisme. Sauf s'ils s'en foutent que l'Algérie soit un jour bombardée par des F-16 ou je ne sais pas quoi. Il faut que les choses évoluent. J'avoue qu'on n'est pas dans la situation des années 90 où il y a les violations massives des droits de l'homme, mais quand même le climat des libertés en Algérie, il est très tendu. Notre rencontre touche à sa fin. Merci monsieur Boubekri d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour ce débat enrichissant en la matière. Vous avez notamment souligné l'importance de la prise de conscience sur les différents concepts qui tournent autour des droits de l'homme et tout ce qui va avec et tout. Merci encore une fois. Je vous en prie. Merci à vous.